just because she feeds me well, and she made me talk dirty in a pink hotel. It doesn't mean see skies for me. She likes just one my bones, you see. And hey, fly don't you get me? She's the second best killer I ever have seen. Bonjour et bienvenue dans BIS, votre magazine de la curiosité. Ce mois-ci, je suis à Poitiers dans la Vienne, la capitale historique et culturelle du Poitou. J'ai rendez-vous au Confort Moderne avec Guillaume Guardès, le directeur de la Fanzinothèque. Avec un fonds de plus de 60 000 documents, c'est la plus grande bibliothèque de fanzines au monde. Bonjour Guillaume. Salut. Je dis pas, salut. Eh oui, c'est super. Non, mais c'est super. Hello. Nous irons aussi à la rencontre de l'artiste peintre et dessinatrice Jeanne Mathieu, qui imagine des toiles oniriques où l'humain se confond avec l'animal et le végétal. Pour se donner une idée, ça représente combien d'heures de travail, de jours? C'est plus un mois et demi de travail vraiment plein pot. Et comme toujours, vous découvrirez des lieux et des acteurs qui font vivre la culture locale au quotidien. Un graffeur exposé dans un musée, un créateur de géants en osier, un chorégraphe et un poète en résidence dans une maison d'écrivains et 2 restauratrices d'objets graphiques et de documents anciens. Avant de retrouver Guillaume Guardès, BIS vous rappelle le parcours de ce fan de punk rock et de culture underground. Avant de devenir le nouveau directeur de la Fanzinothèque de Poitiers, Guillaume Guardès a vécu plusieurs vies. Auteur de fanzines de rock metal dans les années 80, contributeur pour de nombreux sites et publications musicales, chargé de production dans différentes salles de concert telles que le Zoo Bizarre ou la Rock School Barbet à Bordeaux, la musique a toujours été sa boussole. Il a notamment travaillé sur le DVD live du groupe emblématique de Nouvelle-Aquitaine, Gojira. À la tête de ce temple de la contre-culture unique au monde, Guillaume Guardès a bien l'intention de faire découvrir l'univers du fanzina à un plus large public. Bonjour Guillaume. Salut. On est à la Fanzinothèque de Poitiers. Ouais. C'est la plus grande collection ici qui est rassemblée de fanzines au monde. On peut dire que cette fanzinothèque, c'est la seule collection de fanzines qui ait une telle diversité dans ses titres, qui ait une telle longévité, puisqu'elle a plus de 30 ans maintenant au compteur. Et puis c'est la seule, je pense, à être gérée par une équipe professionnelle. 60 000 fanzines. Ouais. C'est à peu près Alors ça, le fond. c'est une estimation, mais c'est ça, ouais. Fanzine et puis ouvrage assimilé, c'est-à-dire différentes publications qui vont documenter de manière artisanale, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la presse professionnelle, des sujets, alors on va dire de marge, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les cultures dominantes, Ouais. on est dans l'underground. Tu connais ce mot ? Underground. L'underground, on est dans les cultures souterraines. C'est des sujets qui n'intéressent pas forcément le commun des mortels, le grand public. Et puis, au cours de leur histoire, tu as des passionnés qui ont voulu se prendre en main et éditer leurs propres journaux. Alors, historiquement, ça remonte, années 80, années 90. Ça fait 1 an que vous êtes à la tête de la Fanzinothèque. À peu près, ouais. Le mot fanzine, on en parle là comme ça là, depuis le début de l'émission, comme si c'était évident, mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai ? Faisons appel à l'étymologie, si vous le voulez bien, puisque fanzine, c'est un mot valise. On va retrouver fan de fanatique. On retrouve cette idée de fan d'une culture, comme un fan de rock, un fan de skateboard, un fan de jeux vidéo, et puis un fan de cinéma de genre, par exemple, les films d'horreur. Et puis magazine, qui vient bien confirmer qu'il s'agit d'une publication avec une idée de suite. Même si souvent, il n'y a pas beaucoup de numéros qui vont suivre le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, ça s'arrête, faute de moyens, parce que le rédacteur passe à autre chose. Mais tous ces ouvrages qui ont été le temps des illustrations, une sorte de délire underground, avec le temps passant, ça finit par devenir un vrai fond documentaire. Est-ce que c'est vrai, Guillaume,
de dire que le fanzine s'est développé particulièrement grâce à l'apparition de la photocopieuse. Ouais, il a commencé en faisant appel à l'impression classique, mais s'il devait y avoir un ancien testament du fanzina, on pourrait dire au 7e jour, Dieu créa le photocopieur, ou la photocopieuse. J'ai jamais su quel genre appliquer, puisque tout simplement, c'était pas cher de faire appel à cet outil de reproduction graphique. Est-ce que vous-même, vous avez créé un fanzine? J'en ai fait plusieurs. Dans les années 80, je faisais un fanzine de speed metal, un peu les pionniers du thrash et du death metal qui jouent aujourd'hui sur les grandes scènes au Hellfest. Ouais. Là. Et ça n'intéressait pas du tout les médias dominants, et pas du tout, pas d'internet évidemment à l'époque. Donc je faisais un des fanzines de cette culture-là, et c'est ma mère qui le photocopiait à son usine. Possessed by Speed. Et ça, il y en a combien d'exemplaires? Moi, je dirais jusqu'à 600, ce qui était beaucoup pour l'époque. D'accord. Si j'avais été malin, j'aurais fait 666, qui aurait été une bonne astuce marketing pour le métal. C'est venu avec l'âge, ensuite, l'astuce marketing. D'être malin, je ne sais pas si... Et qui vous accueillez ici, au sein de la Fanzinothèque? Ça veut dire que je peux venir, je peux en emprunter, je peux en photocopier. Qui est le public? Alors ça fonctionne à la manière d'une bibliothèque pour ce qui est de l'emprunt, bibliothèque associative. La Fanzinothèque est ouverte au public, donc n'importe quel usager peut se poser sur un fauteuil, interpeller les documentalistes et consulter tout document de son choix. Et on accueille aussi des journalistes, des auteurs de bouquins, des universitaires. Cet été, on a accueilli une chercheuse, une doctorante aussi de l'Université de Montpellier, qui, elle, fait une thèse sur les fanzine pionnier du métal. Je lui ai montré mon propre fanzine. Forcément, j'espère que vous allez faire partie de sa bibliographie. J'espère bien. Alors Guillaume, il y a quelqu'un qui est là depuis l'origine de la création de la Fanzinothèque. C'est Marie Bourgoin. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes un peu l'âme de cette maison. Ça fait un peu plus de 30 ans que vous collectez, vous classez, vous répertoriez. Est-ce que vous recevez encore des fanzines? Oui, on reçoit encore beaucoup de fanzines. Hein. On en reçoit bien 80 par mois. Ça en fait plusieurs par jour, tout le temps. Et puis toujours des surprises, des choses innovantes et toujours des chouettes trucs. Ça veut dire que le web n'a pas complètement tué le papier? Non, il l'a un peu atténué. Tout le monde s'est jeté sur le web à un moment, mais ensuite, la passion du papier, parce que c'est surtout ça aussi, et puis du fait maison, c'est revenu assez vite en fin de compte. Là, les fanzines que vous recevez, ils parlent de quoi? Qu'est-ce qui n'est plus mainstream maintenant? Il y a encore des sujets qui restent quand même très en dessous de la culture générale, comme le mouvement queer ou l'écologie, d'autres formes d'écologie, un peu plus extrémistes, et puis, qui ne sont pas encore des paroles qu'on entend. Et je pense que les gens ont encore envie d'en parler, et puis peut-être de donner leur opinion en fin de compte. Dans un grand magma de théories dans tous les sens, on peut aussi vouloir se positionner pour soi-même et puis pour éclairer les autres. Le fanzine, c'est aussi de l'opinion, en fait. C'est pas simplement de la passion, s'il y a une dimension militante. Et on va aussi trouver des fanzines dénuées de texte, qui seront des expérimentations visuelles pures. Ça, on va appeler ça les grapzines, les fanzines graphiques, et c'est aussi un pan important de cette culture. Alors on va essayer de rentrer un peu plus en détail dans cette collection. Marie, grâce à vous, vous la connaissez parfaitement, cette collection. Pour vous, le fanzine le plus précieux? Je crois que vous avez une petite préparation. Alors, je n'ai pas pris forcément les plus précieux, mais dans nos incunables, on va dire nos trucs quand même très anciens. Je peux dire qu'on a la Bible, qui est un fanzine des années 81-85, anarcho-punk de Clermont-Ferrand, qui a été une grosse référence dans le fanzina et qui est graphiquement très abouti. De quoi ça parle? Ça parle de rock. Ça parle de punk, d'accord. Mais ça parle d'anarchie aussi pas mal. Et puis il y a tout un univers visuel qui est vraiment super intéressant. Est-ce que j'ai le droit de le prendre? Comment on fonctionne pour... Pas encore de gants blancs, mais... Pour manipuler, oui, parce qu'on parlait de conservation, de difficulté. Donc là, on est quand même sur un objet qui est pas, c'est pas simplement des feuilles qui sont agrafées. On a vraiment un vrai travail de mise en page, la même couverture de en couverture. craft. Et là, il y a eu plusieurs numéros, par exemple. Il y a 7 numéros, je crois. Mais vous avez les 7? On n'a pas les premiers. Ah, donc si quelqu'un nous écoute et si quelqu'un a ça à la maison, c'est aussi ça fait partie du travail, d'aller rechercher les numéros manquants. On reçoit énormément de donations. Pour rentrer dans les chiffres, pour dire la vérité, 1% seulement du fonds est acheté. Le reste, c'est des envois spontanés. Alors, il n'y a pas de dépôt légal, comme il faudrait à la Bibliothèque nationale de France, mais il y a un dépôt sympathique, un dépôt spontané qui est fait. Marie, tu seras sans doute d'accord avec moi, mais je pense que les auteurs, ils voient une sorte de validation de leur boulot. Moi, ça m'avait surpris les premières années en me disant que ces fanzines Nos Futurs ne devaient absolument n'avoir rien à foutre de ce patrimoine. Et en fait, ils y sont quand même très attachés.
figurer ici dans la fanzinothèque, se dire que son fanzine est conservé parmi les 60 000 rassemblés, c'est quand même, c'est pas rien. Le fanzine le plus étonnant d'après vous, Marie? Le plus étonnant, alors on va prendre celui-ci, c'est pas la première fois que je le montre, mais il s'appelle Linge, et c'est 2 Canadiennes qui l'ont fait il y a une petite dizaine d'années, et donc en fait le truc c'est qu'il est fermé par une agrafe de soutien-gorge, et qu'ensuite c'est une bande comme ça en accordéon, avec dessus c'est du dessin en tampon, et le papier a été fabriqué par ces jeunes filles. Et ça, comment il vous est parvenu, ce fanzine? Parce qu'on a des bonnes connexions avec le Québec. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des échanges, Il y a 2 jours, on a reçu un petit fanzine de poésie américain. D'accord. Voilà, comme ça débarque comme ça. Juste parce qu'on se dit c'est bien d'être ici à Poitiers, d'être référencé à Poitiers, parce en fait, que... il y a très peu de lieux, finalement. Hein. Après, aux États-Unis, il y a effectivement, mais il y a des bibliothèques universitaires, mais elles ne vont pas tout accepter. D'accord. Et là, c'est vrai que le fait qu'on soit généraliste, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, il y a des choses qui arrivent et toujours des bonnes surprises. Et c'est tant mieux. Le fanzine qui est un peu votre chouchou, Marie? Bon, je dirais quand même que Peltex, qui est quand même un fanzine qui vient juste de publier ce numéro, alors qu'il existe depuis 81, en ayant fait des énormes trous dans la collection. C'est le 13e numéro, voilà. Donc ils ont pris leur temps, en effet. Ils ont pris leur temps, ils font bien d'autres choses à côté, mais enfin voilà, ça fait partie de nos fanzines préférées ici. De quoi il est question dans celui-ci? C'est du pur gravzine, là. C'est du gravzine, donc du dessin. Du dessin, plutôt provocateur. Vous les lisez tous, vous les parcourez tous, en fait. Oui. Ouais, vraiment. C'est dingue. Marie, oui. Ah ouais, c'est incroyable. Et ils sont toujours intéressants. Et donc voilà. ça, c'est Peltex, c'est un de vos favoris? Un de mes favoris, celui-ci aussi, parce que c'est Stéphane Blanquet et qu'il a une belle actualité là, à la Halle Saint-Pierre. Et voilà, des fanzines comme ça qu'il a fait. Enfin, c'est un hors-série, Rich Red Beach. C'est un collectif. Et des fanzines comme ça, je ne sais même pas s'il l'a encore. Ça date de 94. Est-ce qu'il l'a encore chez lui? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Parfois, des artistes peuvent venir vous voir pour dire « Est-ce que vous avez trace du fanzine que j'ai fait, éventuellement ?» C'est régulier. Oui. Il y a 3-4 jours, là, quelqu'un qui avait perdu sa collection, nous, on l'a, on va lui numériser, lui envoyer. Alors, Marie, vous nous avez préparé une petite surprise aussi, parce qu'on a parlé des formats, du contenu. Là, justement, on a des fanzines assez inattendus. Il y a des gens qui font des choses vraiment toutes petites et qui, pourtant, arrivent à raconter toute une histoire. Ça, c'est un fanzine. Ça, c'est un fanzine, puisqu'il s'appelle Pilzine numéro 1. Donc, le magazine de la pilule, c'est ça? Voilà, avec à l'intérieur une petite bague et puis un petit fanzine. C'est génial. Je peux le tenir, juste pour montrer quand même que j'ai dans ma main le plus petit fanzine au monde, peut-être. Peut-être au monde, ouais. Peut-être au monde, hein. Il est là. Alors, Il est par ici, celui qui a été écrit par un chat. Il doit être par là. Alors, tu l'as... par un chat. C'est Minette, œuvre complète. Bon, voilà. J'ai dû demander à l'auteur, mais est-ce que ce ne serait pas un chat qui a écrit ça? Il m'a dit oui, effectivement, c'est mon chat. L'auteur est là. Et le chat est monté sur le clavier et a écrit ce texte. On est dans le plus pur dadaïsme. Merci beaucoup, Marie. Tu vois? C'est vrai? Donc il faut en tirer beaucoup du fanzine. Never forever. Never forever. Il y a aussi, Guillaume, des affiches dans cette fanzinothèque. Ça veut dire qu'il y a un lien direct avec l'objet fanzine. Oui, la technique de la sérigraphie, c'est une des techniques économiques dont se sont emparés les créateurs de fanzines pour reproduire de l'image, faire des couvertures de fanzines, par exemple, ou des affiches. Là, on a des auteurs, des illustrateurs qui sont passés à la fanzinothèque faire leur travail. Moulinex de Poitiers, Freak City de Bordeaux, et ces affiches ont été tirées de manière artisanale dans notre propre atelier, le laboratoire de la fanzinothèque, qui fait partie de la fanzinothèque, dans le bâtiment, juste ici. Ils viennent produire et coproduire leur travail, et puis l'atelier sert aussi d'outil de transmission des techniques. Sa technique à lui, c'est la bombe à aérosol. Le peintre et le graffeur cirque a commencé par des fresques dans la rue avant d'exposer aujourd'hui dans le plus grand musée de Poitiers. Son style inimitable, ses personnages animaliers très colorés, son humour enfantin ont fait de lui un artiste incontournable de la scène poitevine. Suivez le guide. J'aime pas trop me montrer, en fait. Pour moi, ce à quoi je ressemble n'a absolument aucun intérêt. Je vais surtout mettre en avant mes peintures, mon travail. En fait, la bombe de peinture, c'est juste un outil qu'on dessine au crayon, qu'on peigne au pinceau ou à la bombe de peinture. Il faut juste apprivoiser ce nouveau média, mais après, le travail reste le même. Alors là, on est quartier Saint-Éloi, à Poitiers.
On est devant une fresque que j'ai réalisée il y a 2 ans, je crois. C'était une commande de la ville pour égayer un peu ce bassin d'orage qui était tout gris et un petit peu morne, quoi. Ici, tous les murs qui sont ici sont des murs d'expression libre. Ils sont fréquemment repassés par d'autres artistes. Après, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des nacelles pour monter à 12 ou 14 mètres de haut pour le petit visage qui est là-haut, et je pense qu'il risque de rester un bon petit moment. Ouais. Le musée Sainte-Croix m'a contacté suite à une exposition que j'ai faite dans l'espace galerie du local à Poitiers. Ils m'ont d'abord proposé de réaliser une fresque dans l'atelier des beaux-arts du musée. Et par la suite, ils m'ont proposé cette exposition. Parce que son univers coloré, décalé, était aussi complètement intéressant pour notre public. Le fait de donner la possibilité au public de voir au musée ce qui est habituellement vu dans la rue, on s'est dit que ça pouvait être une bonne porte d'entrée pour peut-être capter un public qui n'osait pas venir jusqu'à nous. Effectivement, les inspirations, elles sont multiples. Elles viennent d'illustrations de livres pour enfants, de la bande dessinée, de photos d'animaux que je vais trouver. Ou par exemple, pour cette peinture, je me suis inspiré des Foo Dogs. C'est les statues mi-dragon, mi-chien, mi-chat que l'on voit devant les restaurants chinois. Et je peins essentiellement des animaux, mais c'est aussi parce que je trouve qu'on est dans un monde où on prend de plus en plus de place, on leur prend leur liberté. Et j'aime à penser que je leur redonne un petit peu la place qu'ils devraient avoir dans notre société. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous avons rendez-vous en enfer avec Guillaume. Alors l'enfer, il faut vous le dire, c'est l'endroit où sont stockés les livres réservés à un public averti. Comprenez, un public adulte. Attention, c'est un peu olé olé. Ouais, Guillaume. Guillaume, à l'occasion de cette exposition thématique, vous avez décidé de montrer le côté transgressif des fanzines. C'est l'occasion aussi de rencontrer les grandes figures emblématiques de ce mouvement. Ouais, c'est-à-dire que la sélection s'est faite dans l'idée de faire appel aux grands noms de cette culture-là. Et c'est des illustrateurs, on les retrouve sur des affiches, dans des livres, ils ont illustré des pochettes de disques. Donc on a des noms comme Paquito Bolino, qui est la tête pensante du Dernier Cri, une maison d'édition à Marseille. Caroline Sury, qui a été cofondatrice de cette même maison d'édition. On a Anne van der Linden, elle est juste derrière nous, qui est une illustratrice, peintre française. On a Haute Carbone aussi, une illustratrice plus contemporaine, puisque ce qu'on expose d'elle, ça remonte à 5 années environ. On va avoir le Québécois Henriette Valium, on va avoir Fredox. Alors j'ai cité des noms de filles, même si, bon, comme dans tous les milieux, le milieu des fanzines, il a été pas mal trusté par les mecs, mais je pense que dans les milieux alternatifs comme le nôtre, le sexisme, la discrimination par le genre, elle est beaucoup moins présente que dans le reste de la société. Et dans la mesure où on part comme ça à égalité, eh bien, tous les fantasmes sont ouverts. Je dis ça parce qu'on va retrouver pas mal de représentations de la femme dans des postures un peu malmenées. Ouais, de soumission. Ou l'inverse, hein, ça peut être l'homme. Hein, on peut en voir dans des positions tout à fait à la merci des dames. Mais on est vraiment dans un univers fantasmatique. Alors montrez-nous quelques exemples justement un peu sulfureux. Franchement, si je vous montre des choses comme ça, la télévision publique en couleur, vous allez avoir de grosses difficultés avec votre hiérarchie. Alors on écarte les plus jeunes des écrans. L'exposition. Public averti. L'exposition est présentée comme telle, ouais, réservée à un public adulte et averti. Alors je me retourne. Ah non, je ne vous montre pas Stumède. Ok. Vous voulez flouter, vous allez flouter. Voici Fredox ici. Fredox, c'est un artiste qui a exposé à la Fanzinothèque en 2013 au Confort Moderne et qui manie les logiciels d'illustration d'images comme d'aucuns manient un scalpel. Donc il mélange pornographie, violence, putréfaction, sexualité et référence au régime autoritaire dans la même image. Un truc un peu plus léger alors, un peu plus léger. Eh bien, je vais vous prouver qu'il est capable de faire preuve de distanciation parce que le carton d'invitation
qui avait été envoyé par la poste. J'avais reçu le mien et je l'avais gardé, je ne travaillais pas encore ici, je l'ai gardé dans ma collection personnelle. C'est un sac à vomi comme on en trouve dans les avions. Et c'était le carton qu'on recevait, comme on reçoit un carton de manière plus classique dans une galerie, ce qui prouve quand même que l'artiste opère une certaine distanciation par rapport à son travail et qu'il est conscient que son œuvre peut provoquer du rejet, si ce n'est de la régurgitation. Avec, donc, en illustration, des anguilles, des Je pense que ce sont des vers, ceux qui apparaissent dans le corps humain au moment où la putréfaction opère. Ouais, on est clairement dans cette thématique-là. Bon appétit, bien sûr. Voilà. Cette expo s'appelle l'enfer de la fanzinothèque. Hein. On ne fait pas que ça. Hein. On a notamment en tête des expositions à l'attention du jeune public. Sur quelle thématique? Les représentations de la faune et de la flore. Ah, voilà, là, tout de suite, c'est plus simple. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Oh, merci. On va vivre sa vie. Guillaume, on ne devient pas directeur de la fanzinothèque par hasard. Il faut être né dans cette culture. Les petits journaux, j'ai toujours aimé ça, ouais. Depuis tout petit? Le plus ancien que j'ai fait, je pense que j'étais au CP ou CE1, puisque je savais écrire. Je faisais un petit journal qui racontait les aventures d'une de mes peluches, qui s'appelait Pimpin, c'était un lapin. Et un journal, ça devait être 4 pages, faites au feutre, et puis agrafé, je ne suis même pas sûr, et que j'allais vendre, entre guillemets, à mes parents pendant qu'ils faisaient la grasse matinée le dimanche. Je les ai gardés chez moi. On ne peut pas appeler ça un fanzine, hein. C'est un petit journal. Alors, il y a eu ce journal de Pimpin, donc c'est vraiment les prémices. Et après, vous êtes passé à des formes vraiment plus trash en grandissant, des choses un peu plus hardcore. Ouais, enfin moi je me suis mon corps d'origine, comme on dit dans l'administration, c'est le métal et le punk rock. Donc j'ai couvert ces cultures-là. Mais vous êtes rentré finalement dans le fanzine par la musique. Ouais, on peut dire ça. Ouais, des fanzines de musique. Ouais. C'est vraiment le chemin. Ouais, c'est mon chemin. C'est assez représentatif de beaucoup de fanzines des années 80 et 90. Et ça veut dire quoi? Dans la presse traditionnelle, à l'époque, il n'y avait pas ce que vous vouliez? C'était forcément dans le fanzine qu'on pouvait vraiment s'exprimer? La culture underground n'était pas reprise dans les magazines, elle ne passait pas à la radio. Il y avait tout un réseau, il n'y a pas Internet évidemment, et tout un réseau communiqué par voie postale. Mes parents hallucinaient de voir le courrier international qui arrivait avec des enveloppes qui arrivaient du Chili, d'Amérique du Nord, etc. Des envois de cassettes en fait. Des envois de cassettes, de fanzines. Ouais. Les cassettes tout simplement parce qu'il n'y avait pas Internet, donc pour échanger de la musique. Et certains de ces groupes étaient underground, on l'a compris. Donc ils n'étaient pas distribués par des labels internationaux dans des magasins sous forme de 33 tours. Donc il y avait des copies cassettes qui se faisaient et qui s'échangeaient par courrier. Le tape trading international. Bravo, je découvre un truc. Finalement, vous rentrez dans le fanzine par la musique. D'ailleurs, vous y revenez avec la prochaine expo, je crois. On va faire une expo consacrée à la culture punk avec 3 groupes qui vont servir de fil rouge, 3 groupes français emblématiques, Caméra Silence de Bordeaux, Les Tugs d'Angers et Burning Heads d'Orléans. Ça nous fera une période 1981-2021, puisqu'on fera ça en février, vernissage fin février à la Fanzinothèque, concert au Confort Moderne. Je pense que si on se mettait face à la bibliothèque qu'on a vue et qu'on enlevait tous les fanzines qui parlent des 3 groupes que je viens de citer, ça ferait disparaître pas mal de publications. Donc, à contrario, ça veut dire que c'est vraiment représentatif. C'est un moment événement qui va avoir lieu en février. Je l'espère. Voilà 10 ans que la compagnie Poitevine L'Homme Debout enchante les villes sur tous les continents. Ces géants en osier racontent des histoires oniriques lors de déambulations spectaculaires dans l'espace public. Dans les ateliers de fabrication situés près de Poitiers, son fondateur et directeur artistique Benoît Mousserion revient sur les origines de cette usine à rêves. Le principe, c'était que je m'installais dans un endroit, dans une ville, j'ouvrais un atelier temporaire et j'invitais les gens à venir construire avec moi un nouveau personnage en osier. Ensemble, on construisait ce personnage, on lui racontait une histoire très très simple et puis ça donnait lieu à des déambulations. Et ça m'a permis de me promener dans plein d'endroits en France, de rencontrer plein de gens très différents, de travailler beaucoup dans des quartiers périphériques. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, j'ai envie de raconter les histoires de ces personnes que je rencontre, qui pour certaines d'entre elles avaient vécu des histoires fantastiques. Donc je me suis dit, bon, il faut construire une compagnie, m'entourer de gens avec d'autres compétences que les miennes. Dans un premier temps, avec une bande de copains, on se connaissait tous par plein de biais différents. Poitiers et Grand Poitiers, tout le territoire autour est un endroit où
où il y a un milieu associatif très très fort. On est nombreux à avoir grandi en organisant des festivals, en bricolant des trucs. Nous, on aime bien dire qu'on est de Poitiers. C'est ici que ça naît. Et c'est né dans le carnaval de Poitiers. Ça a grandi ici de cette manière-là parce qu'on habite ici. Ça serait différent si on était ailleurs. Et ça rejoint la question de l'osier. Parce que l'osier est une variété de saule qui pousse au bord de nos rivières, sur ce territoire-là. C'est un matériau facile, qui ne fait pas peur. Et puis moi, j'ai tout de suite trouvé des lignes. Un brin d'osier, ce qu'on utilise, mesure environ 3 mètres de long. Donc ça fait tout de suite des lignes qu'on peut poser comme un dessin, mais en 3 dimensions. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit c'est super, c'est infini. Le gigantisme m'a attiré parce que je sais qu'avec un géant, je peux parler, m'adresser à 1000, 2000, 5000 personnes en même temps. Et donc Mo le ruban rouge raconte l'histoire d'un petit garçon qui aurait 8 ans, qui a dû fuir son pays parce qu'il y avait la guerre, qui a été séparé de sa famille. Quand le spectacle commence, on découvre un petit garçon avec un gilet de sauvetage sur le dos, on entend le son des vagues derrière lui, et il tient un paquet cadeau défraîchi entre ses mains. On imagine que le drame qui l'a poussé à quitter son pays a eu lieu le jour de son anniversaire et que le paquet s'envole, le paquet s'en va, ça donne lieu à un parcours dans la ville. Évidemment, comme il ne sait pas ce qu'il y a dans le paquet et qu'en plus c'est la seule chose qu'il rattache à sa vie d'avant, il veut rattraper le paquet. Donc voilà, donc je pense qu'à la fois la forme populaire, mais en même temps l'exigence du récit et le fait qu'il n'y ait pas de parole facilite une diffusion à l'étranger. On allait en Finlande, en Norvège, et dernièrement, ces 3 dernières années, on a beaucoup joué en Angleterre, dans plein de villes d'Angleterre, sur des projets assez différents les uns des autres. Et puis on a eu l'occasion, ça sur des aventures un peu extraordinaires, d'aller au Vietnam, où on est resté très longtemps. On est resté 1 mois et demi au Vietnam, on est resté 1 mois et demi en Birmanie. On a fait cette tournée au Chili, où on a joué 10 fois au Chili, on se balade. Alors Guillaume, la photo de famille serait incomplète si on parlait de la Fanzinothèque et si on ne parlait pas du confort moderne, parce que le confort moderne héberge finalement la Fanzinothèque. Le confort moderne, c'est le lieu. Le confort moderne, c'est la structure. La structure mère. Le bâtiment appartient à la ville, mais il est mis à disposition des associations. Mais en fait, c'est un moyen de le mettre à disposition des artistes, parce que tout tourne autour de l'artiste ici. Artiste musicien, artiste plasticien, si on concerne les arts visuels, artiste en résidence. La Fanzinothèque est un des habitants de ce lieu. Il y a d'autres associations culturelles ici et on travaille tous de manière indépendante, mais en logique de coopération forte. Il y a l'OH, qui est l'asso historique, et Jazz à Poitiers, qui programme ici les formes les plus radicales, extrêmes de musique. On va y revenir, ouais. Pas du jazz à papa, attention. Non, pas le jazz à papa, ça j'ai bien compris. Ici, il n'y a rien qui est à papa, ici. Il y a écho, en effet, entre l'enfer de la Fanzinothèque et ce qui est proposé en ce moment au Confort Moderne. Racontez-nous cette exposition. Là, nous sommes au sein d'une expo qui s'appelle Gorgeous et qui est dédiée à Darja Bajagic, qui est une artiste américaine actuellement, mais originaire d'ex-Yougoslavie. Elle a connu dans ses jeunes années la guerre là-bas et elle a fait toute son éducation à l'image par un Internet beaucoup moins contrôlé qu'il est aujourd'hui. Tous ceux qui ont été un peu les premiers à pianoter sur Internet se souviennent de ces images qui arrivaient sans filtre et son éducation visuelle est passée par là. Ce qui fait que la moralisation ne fait pas partie de son problème. Elle montre des images et c'est à chacun ensuite d'apporter sa lecture. Alors concrètement, ça veut dire qu'on se retrouve devant une exposition qui peut présenter des images, mais aussi un sous-texte idéologique assez cru. Alors revenons au Confort Moderne, c'est un lieu qui existe depuis très très longtemps. C'était une friche, je crois, initialement. Alors ça a été une fonderie, un bâtiment industriel. On y fabriquait des machines à coudre. Et puis le lieu est devenu un entrepôt d'électroménager.
Confort 2000. Alors 2000 devait être un nom très futuriste pour l'époque, et puis ça s'est appelé le Confort moderne au moment de sa dévolution aux arts musicaux par l'association L'Oreille et Hardy, et là on remonte à 1985. C'est vrai qu'ici, au Confort moderne, je suis une poitevine, je peux en parler. On vient assister à des concerts pour voir des artistes qu'on ne peut pas voir ailleurs. Historiquement, c'est ici qu'a joué le groupe américain Sonic Youth en premier en France. On a pu voir les premiers concerts d'Erita Mitsuko, de NTM dès 1990, et puis ensuite de toute la scène alternative qui a suivi avec des groupes américains comme Fugazi par exemple. Les grands noms sont passés ici. Ouais. Et en termes de programmation, aujourd'hui, c'est encore un lieu qui a à cœur de faire découvrir, d'être un peu avant-gardiste, parce qu'il y a une fierté. Vous dites les Rita, NTM, Fugazi, tout le monde était déjà là avant d'être sur les grandes scènes un peu mainstream. C'est aussi cette culture underground encore ? Ouais. Alors avant-garde, je ne sais pas si c'est un mot qui s'applique à tout, mais en tout cas, il y a la volonté d'en faire un lieu indépendant, pertinent artistiquement, et qui ne soit pas juste le terminal de diffusion des catalogues des producteurs. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est aussi un lieu qui accueille aussi les artistes. En résidence. En résidence. Alors, quel genre de dispositifs sont proposés aux artistes ? Concrètement, on les héberge. Ils viennent vivre ici. Ils viennent manger ici. On a des hébergements qu'on met à disposition. Et puis nous, on se met à leur service pour que leur création puisse s'exercer. On les reçoit comme à la maison, entre guillemets. Et l'idée, c'est qu'il y en ait de plus en plus. Et qu'ils se rencontrent entre eux, alors qu'ils ne travaillent pas dans les mêmes disciplines, qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux, pas les mêmes budgets, pas la même notoriété. Et on est un de ces lieux de rencontre. On parlait d'autres associations hébergées. Il y a Jazz à Poitiers. Ouais. C'est pas du jazz à papa. Alors ça veut dire quoi, du jazz à papa ? Alors, je ne vais pas définir le jazz à papa parce que je veux vexer aucun papa et aucun amateur de jazz, mais ce dont je suis sûr, c'est que le travail de l'association Jazz à Poitiers, c'est de mettre en avant les formes les plus expérimentales, radicales, de ce qu'on appellerait même peut-être plus forcément du jazz, mais les musiques improvisées ou des nouvelles musiques traditionnelles. Voilà, on va dire c'est l'éducation à des propositions qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qui est le plus fluide immédiatement à l'oreille, quoi. Un souvenir personnel, Guillaume, d'un concert que vous avez pu voir ici au Confort moderne ? Hyper facile, c'est 1988, décembre 88, donc j'étais adolescent. Des groupes de speed metal, pionniers du metal, que je suis venu interviewer pour mon fanzine de l'époque, Loot Blast de Lille, Nomade du Havre, Agressor d'Antibes et un groupe de Poitiers qui s'appelle Corten, il n'existe plus. Et c'était dans l'ancienne salle avant rénovation, parce que là, tous les bâtiments ont été rénovés. Tout a changé. D'ailleurs, on a un vestige aussi qui montre que la Fanzinothèque a vraiment été hébergée dans ces locaux-là précisément. C'est un mur en particulier. On l'a conservé, ça fait un peu comme le mur de Berlin avec les peintures dessus. C'est un vestige. Et le lien de parenté très fort entre ces deux lieux. Ça sert aussi à montrer de quelle manière l'architecte Nicole Concordet, qui a réhabilité le lieu, il était livré en 2017 dans son nouvel habillage, comment l'architecte a voulu conserver les formes du passé et les compléter par un geste architectural plus contemporain. Elle n'a pas rasé pour reconstruire, elle a gardé la mémoire du lieu. Elle a sublimé. La mémoire du lieu, elle est restée bien vivante dans l'ancienne maison de l'écrivain Jean-Richard Bloch. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, il y accueillait des intellectuels espagnols et allemands fuyant la répression dans leur pays. Aujourd'hui, dans le cadre du réseau international Eichhorn des villes refuges, Poitiers y héberge un poète iranien en exil, mais aussi d'autres artistes venus prendre le temps de créer en toute liberté. Bis les a rencontrés. Alors ici, nous sommes à la Villa Bloch, qui est donc l'ancienne demeure de Jean-Richard Bloch, qui est un intellectuel du début du XXe, qui a connu les plus grands, notamment Louis Aragon, Georges Duhamel, André Gide, Stéphane Zweig,
Fernand Léger et j'en passe. Et en fait, la ville a acheté cette maison en 2005 et s'est engagée auprès des ayants droit, la famille, donc Bloch, d'y développer un projet culturel et donc d'en faire une résidence d'artistes. Et ce lieu a été inauguré en février 2019. Tu veux récupérer ça ? On va dire que les caractéristiques des artistes qui viennent, c'est que c'est plutôt des résidences longues. On va dire à chaque partenariat, il y a un profil d'artiste spécifique. Aikorn, évidemment, c'est un artiste qui fuit la répression dans son pays. Donc, on accueille aujourd'hui Mohamed Bam, qui est un poète iranien, Andrea Wamba, qui est un danseur chorégraphe originaire du Congo-Brazzaville. برایم چه داشتند به جز خیال خام پلنگان سوی ماه بلند. I am Mohamed Bam, Iranian poet and writer. I've got lots of problems in Iran. I've sentenced to 2 years prison. So I thought that being in exile is better than being in prison in my own country. So I decided to leave. And the next project is my memories in prison. I think French people should know why am I here. You know, when I talk to them about it, about, for example, electric shock, they got surprised because it's like the word, you know. Comment-il apporter mes écrits sauf mes pénibles souvenirs de griffures sur le carreau, à être torturé dos à ce chien de bureau, souffrir du soleil après la levée du bandeau. En fait, ce qui est bien avec la Villa Bloch, c'est que c'est un temps qui te permet de plonger vraiment dans la réflexion de ton propos, de ton projet, de dénicher un peu tout ce qu'il y a autour, de faire des recherches sur ce sur quoi tu vas travailler. Et je trouve que le temps que j'ai eu ici était assez bénéfique parce que du coup j'ai quand même finalisé à écrire les 2 projets sur lesquels je vais travailler. No, because maybe I will just to see it. I will use it in a photo. Do you think I can cross? Yeah, why not? Dans la maison principale, on peut accueillir 3 artistes, donc avec chacun un espace qui leur est propre. Et puis, on a aussi le pavillon, l'ancienne maison du gardien, qui accueille actuellement Mohamed Bam, sa femme et ses 2 enfants. Ce qui est mis à leur disposition, c'est à la fois le lieu, et puis après, il y a aussi une indemnité de résidence qui leur est versée, puisqu'ils sont avant tout là pour créer, et donc ils sont rémunérés pour cela. Voilà, bienvenue dans mon atelier. Merci de nous accueillir, Jeanne. Vous exposez un peu partout, à Poitiers, à Bordeaux, mais aussi à Nantes et à Paris. Si je dis de votre travail, je sais que c'est jamais simple de résumer, que vous créez des personnages à mi-chemin entre le végétal, l'humain, l'animal. Est-ce que je suis pas mal ? C'est bien résumé. Ouais. Ouais, c'est bien résumé. Moi, j'utilise souvent les images animales. Avec des images très oniriques. Oui. Et puis, je les façonne de manière à ce qu'elles ne fassent qu'un, finalement. Donc, voilà, j'utilise souvent les figures humaines, animales et végétales. D'où ça vous vient, ça, justement ? Je crois que vous avez fait des études de psychologie. Alors oui, j'ai étudié la psychologie comportementale, clinicienne, la physiologie, etc. Donc, c'est vrai que ça peut se ressentir aujourd'hui parce que, évidemment... il y a des tas de questions qu'on peut se poser sur les injonctions, sur le comportement humain et du coup, voilà, j'essaye de le retranscrire avec un trait très fin. Oui, qui peut s'apparenter un petit peu à la gravure, parce que moi j'ai été beaucoup influencée par Gustave Doré. Gustave Doré, voilà, j'aime beaucoup son travail, et puis ce côté surréaliste. Et du coup, ce côté minutieux, on peut le retrouver. Ça peut aussi s'apparenter à l'estampe japonaise. Ouais. Voilà. Alors cette toile-ci, si on prend cet exemple-là,
Comment est-ce qu'elle est venue dans votre tête? Est-ce que vous la visualisez? Comment est-ce que vous procédez? J'avais cette idée-là de transposer dans un corps humain l'animal, le végétal, le minéral. Et donc, en fait, j'ai vraiment fait comme une espèce de peau découpée, donc un dessin très, très basique. Finalement, c'est assez brut. Et ensuite, je viens faire l'architecture, mais c'est assez rapide. Le point d'entrée pour cette toile, c'était quoi? Alors, le point d'entrée, c'était vraiment ce centre-là, l'abeille, qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil, parce qu'en plus, elle est un peu stylisée. Donc, elle est dans le fond, mais c'était l'idée que l'abeille fait tourner le monde. Et puis ensuite, voilà, je pars et j'imagine au fur et à mesure vraiment le reste. C'est pas du tout construit auparavant, quoi. Pour se donner une idée, ça représente combien d'heures de travail, de jours? Alors non, c'est plus 1 mois et demi de travail vraiment plein pot. Ouais. Ok, et ça c'est une œuvre qui vous vient dans le cadre d'une série, c'est un unitaire parce qu'il y a, tout d'un coup vous avez cette idée, c'est une commande, c'est un événement? Non, c'était dans le cadre d'une série, en fait j'en ai fait une 12aine. Alors là, j'ai plus que celle-ci, il ne m'en reste qu'une. Donc toujours sur cette thématique, l'animal, le végétal et l'humain. Quelles sont vos sources d'inspiration à vous, en tant qu'artiste? Parce que forcément, j'imagine qu'on a parlé de Gustave Doré, il doit y avoir des grands noms qui doivent être au-dessus de vous quand vous créez. Bien sûr, moi j'adore Mattotti, Lorenzo Mattotti, que j'aime beaucoup pour ses couleurs, pour son mouvement aussi, le mouvement du dessin. J'aime aussi beaucoup le travail d'Evans Brecht. Il y en a plein. Quand j'étais petite, par exemple, je reprenais tous les tableaux de Renoir. Alors aujourd'hui, je suis beaucoup moins fan, mais je quadrillais les cartes postales et puis je redessinais, je repeignais en grand format. Voilà, il y a des tas d'artistes qui m'inspirent, c'est sûr. Vous dessinez depuis toujours? En fait, depuis toute petite, avec mon père aussi, on se dessinait avec mes frères et sœurs. Ouais. Enfin, moi, je dessinais, on se faisait nos portraits. Et dans ma famille, j'ai aussi des artistes. Donc, je crois que ça a entretenu un petit peu le plaisir et puis l'envie. Vous aimez aussi la diversité du support. Il n'y a pas que les toiles, je crois que vous fabriquez aussi, vous dessinez, vous créez pour des pochettes d'albums de musique, Oui. des fresques comme celle qui est juste derrière nous. Ouais, qui est vraiment, c'est vraiment un prémisse de fresque. Mais oui, en fait, je travaille. En fait, j'aime bien tout faire. Enfin, j'aime bien toucher un peu à tout. Moi, j'ai commencé par la marionnette et puis après de la sculpture sur fer, sculpture pierre. Je fais aussi des décors de dessins animés. Ouais. Alors, ça m'est arrivé de travailler sur des courts-métrages ou sur des recherches tout simplement graphiques. C'est quoi? C'est la crainte de s'ennuyer? De se dire qu'il faut expérimenter? Ouais, vraiment, c'est plus ça, ouais. L'envie de savoir tout faire. Pour revenir à vos œuvres, ça, c'est une œuvre... comment vous l'avez intitulée d'ailleurs? La peau. La peau. Oui, cette peau végétale, minérale, animale, laisse place à présent à des œuvres un peu différentes. Vous avez amorcé comme pas un petit tournant, mais voilà. Ouais, un petit peu, parce que c'est vrai que là, on a l'impression... Enfin, là, je remplissais, en fait, beaucoup. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est évidemment de dessiner, de remplir, mais de laisser beaucoup plus de place au vide. Donc, les dernières, par exemple, celui-ci, c'est vrai que vous voyez, il y a beaucoup plus de blanc. On est dans une forêt, on a l'impression que c'est très, très condensé et c'est foisonnant, mais je laisse transparaître les blancs. Et puis, sur d'autres œuvres, j'aime bien jouer aussi avec les transparences. D'accord. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de peindre en premier lieu, d'avoir des traces comme ça et ensuite de ramener des blancs pour laisser aussi des transparences dans le fond, vous voyez. Donc il y a plusieurs décors en fait qui ont été peints et qui ont été cachés. Là c'est un mélange d'acrylique. Acrylique, encre. Toujours. Encre, c'est une plume fine, vous pouvez me montrer peut-être? Alors moi je travaille soit avec des brushes, donc des pointes comme ça, très fines, comme un pinceau. Et puis, sinon, des stylos japonais. C'est très, très fin, mais c'est de l'encre qui est de très bonne qualité et qui tient super bien.
Et alors ce personnage-là, si on fait une petite analyse, alors c'est jamais simple de demander à l'artiste en personne de raconter son œuvre. Alors franchement, je pourrais pas vous en dire grand-chose. Non, ça m'est venu comme ça. C'est vrai que ça s'apparente pas mal à des masques africains. Hein. Ouais. On connaît un petit peu ces masques avec 4 yeux. Enfin, là, j'en ai mis 6, évidemment. Mais bon, il n'est pas terminé, quoi. Je vais faire avancer un petit peu le propos aussi. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de travailler tous les fonds avec ces espèces d'usines et ces fumées là qu'on distingue vaguement. Vous participez aussi, Jeanne, à un festival avec le collectif des Moujas. Alors, il faut nous expliquer, surtout si on ne maîtrise pas le patois. Oui, alors les Moujas, c'est l'impertinence, en fait. Ça voulait dire jeune fille impertinente. Voilà. Ce ne sont que des artistes femmes. Ce ne sont que des artistes femmes et ça existe depuis 10 ans. Jean-Luc, qui est à la tête, donc, fait une rétrospective de ces 10 ans et je suis invitée, parmi d'autres artistes poitevines, à exposer le 6 novembre. Et des photographes, des sculptrices, des plasticiennes. Des sérigraphes, voilà, exactement. Il y aura de la sérigraphie, il y aura plein de choses. Et de la musique, des DJ, enfin voilà. Et ça ne concerne que des femmes. Que des femmes. Mais c'est pour tout le monde, évidemment. Et ben voilà, la génération est lancée, la nouvelle génération. Et là, merci beaucoup, Jeanne, de nous avoir fait pénétrer dans votre atelier. Merci beaucoup. Merci. Au sud de Poitiers, l'ancienne friche industrielle de la filature de Ligugé abrite désormais une pépinière de jeunes entrepreneurs. Parmi eux, des artisans d'art, spécialistes de la marqueterie, de la ferronnerie, de l'ébénisterie ou de la maroquinerie. Rencontre avec Hélène et Lucille, qui restaurent avec amour des objets et des œuvres graphiques en stoppant l'usure du temps. Je suis originaire de Poitiers. Quand j'ai eu fini mes stages, j'ai créé tout de suite mon entreprise. Donc en 2014, j'ai ouvert l'atelier et on n'était pas dans cet atelier-là au début, j'étais dans un atelier plus petit. Et assez rapidement, il y a Lucille qui est arrivée, qui m'a rejoint. On s'est rencontrés en fait à l'université Paris 1 Sorbonne et on a fait toutes les deux dans la même promo. Donc le master de conservation-restauration des biens culturels qui permet de travailler avec les musées de France. Après, il y a évidemment bibliothèque, archives, mais on a bien sûr aussi des particuliers, soit des collectionneurs, soit juste quelqu'un qui a un objet auquel il tient. Ça peut aussi être des galeristes, ça peut être aussi des entreprises qui ont du patrimoine d'archives. Donc c'est des documents qui ont souvent servi sur le terrain, et donc ils sont déchirés, ils sont tachés et puis ils ont été pliés d'abord en accordéon et conservés dans des conditions qu'on n'a pas toujours maîtrisées, donc le papier devient sec et cassant. Donc la problématique essentielle, c'est de pouvoir à nouveau consulter sans risquer de déchirer avec la manipulation. Nous travaillons sur des supports assez variés, donc tout ce qui est en papier, les gravures, les dessins, et donc en papier il y a aussi forcément le livre et au parchemin. Et ensuite on peut trouver des objets un peu composites comme par exemple un éventail, une boîte, on a eu des petites cartes animées où on tire sur des languettes et il y a des petites choses qui apparaissent comme les pop-up, les livres assez récents finalement. À la filature, il y a plusieurs corps de métier. Il y a des artisans, donc un forgeron, un ferronnier. Après, on a une brasserie. Il y a le Fab Lab, donc ça, qui dépend de l'association qui gère le site, avec Greg 128. On a un coiffeur. On a un coiffeur. La proximité avec les artisans, ça peut nous offrir des solutions pratiques pour notre quotidien. Guillaume, en chaque fin d'émission, passage obligé, le questionnaire bis, le questionnaire de la curiosité. Première question, votre premier choc esthétique? Tout domaine confondu, ça va être une œuvre architecturale. Les Chevaliers Cathares, elle s'intitule. Sur la route des vacances vers Narbonne, c'est une œuvre d'art sur une aire de repos. Et ce sont tout début des années 80, ce sont des chevaliers stylisés. Et je crois qu'on appelle ça l'art autoroutier. Et je crois que Francis Cabrel a fait une chanson dessus qui s'appelle Les Chevaliers Cathares. Ça me faisait penser au bunker que j'ai connu sur la côte atlantique où j'ai grandi. Et puis un côté ludique, comme si on rentrait dans un château fort. L'œuvre qui a changé votre vision du monde? Ça serait une pochette d'Iron Maiden, Iron Maiden en bon français. La pochette de l'album Live After Death. Alors, comme souvent, c'est très pompier dans le heavy metal, il y a une créature qui sort d'une tombe, mais on voit sur l'illustration de l'anglais Derek Riggs de nombreux détails, des allusions à l'œuvre de H.P. Lovecraft,
à Samuel Taylor Coleridge, à Edgar Allan Poe, à la mythologie grecque, etc. Et on peut se rendre compte que la culture, précisément, c'est lier des éléments qui n'ont peut-être pas de rapport entre eux, puis de faire un gros liant à tout ça. Donc Maiden. Votre collaboration la plus enrichissante? Il y en a eu beaucoup, mais métal encore par association d'idées avec un groupe de la région Nouvelle-Aquitaine, Gojira, qui ont grandi à Ondres, dans le sud des Landes encore, sur les plages. Et Gojira est devenu un groupe de métal à échelle internationale et j'ai eu le plaisir de travailler avec eux, notamment pour un ciné-concert sur un péplum, un massiste aux enfers, 1924. Votre plus beau souvenir de spectacle? Alors je ne sais pas si c'est le plus beau parce que je ne sais pas si la beauté est un critère pour moi d'appréciation. J'ai été marqué par Bérurier Noir avec un son extrêmement cru et une agressivité naturelle avec seulement 2 musiciens. Ça m'avait vraiment marqué, quoi. Alors justement, l'air que vous chantez sous la douche? Peut-être Cabrel, parce que c'est plus surprenant, on est dans un autre champ, quoi. J'aime bien Tôt ou tard s'en aller sur. Je crois qu'il finit l'album Samedi soir sur la terre. J'ai un tatouage Tôt ou tard s'en aller qui est dû au grand Francis, à Francis Cabrel. Et pourquoi Francis? Je sais pas, parce qu'il chante des chansons simples de la vie de tous les jours. C'est The French Bob Dylan. Votre paysage préféré en Nouvelle-Aquitaine? Pour moi, c'est facile, c'est la plage dite du métro à Tarnos, dans le sud des Landes, avec vers le sud la vision vers les Pyrénées qui viennent mourir dans l'Atlantique. Et si on regarde vers le nord, les plages de Osgore, Cabreton, Seignos, etc. Le roman que vous auriez aimé écrire? Alors, je change complètement, ça aurait été 100 nouvelles de Gurb, de Eduardo Mendoza. C'est l'histoire d'un extraterrestre qui vient récupérer son collègue extraterrestre échoué sur Terre, à Barcelone. Et il prend différentes apparences humaines pour passer inaperçu. Je crois qu'il commence par s'incarner en Madonna. Donc sa volonté d'incognito commence très mal. Je l'ai beaucoup offert, ce livre, aux gens que j'aimais. Votre rêve le plus fou pour la Fanzinothèque? Ça serait inviter Henriette Valium, il doit avoir 65 piges environ maintenant. C'est un grand nom de la culture fanzine, de l'illustration. Et j'adorais le faire venir depuis le Canada pour une présentation à la Fanzinothèque et une tournée en France. Ça reste un rêve réalisable, presque un appel aux financeurs. Votre péché mignon? Alors, à la visite de l'enfer de la Fanzinothèque, vous aurez compris que si j'ai de nombreux prêchés, aucun n'a de caractère mignon. Ils sont parfaitement innommables. C'est déjà la fin de BIS, votre magazine de la curiosité à Poitiers avec Guillaume Guardès. Je vous retrouve le mois prochain pour une destination surprise et toujours en Nouvelle-Aquitaine.